Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de mai. Et vous avez dû le constater, ça fait plusieurs semaines que vous n'avez rien eu sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai eu des semaines chargées. Voilà, j'ai eu des semaines extrêmement chargées, des week-ends extrêmement chargés, ce qui fait que le peu de temps qu'il me restait pour vraiment me poser et filmer, j'en ai surtout profité pour me reposer un petit peu parce que vraiment, j'avais pas beaucoup de temps pour moi et me poser tranquillement devant la cam et filmer, c'était compliqué. C'était compliqué, du coup, bah voilà, j'ai rien filmé ces dernières semaines. Et c'est pour ça que vous avez le bilan du mois de mai méga en retard. J'en suis désolée. Les prochaines semaines, c'est pas dit également que j'ai encore beaucoup de temps et que j'ai pas mal de choses à faire et que j'aurai le temps de tourner. Je pense que ça va finir par se calmer. Mais là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc, vous m'excuserez si j'arrive pas trop à publier toutes les semaines comme j'ai l'habitude de le faire. Là, je fais comme je peux. Voilà, je fais comme je peux. Bref, vous m'en excuserez, j'espère. Et on est parti pour cette vidéo. Avant de commencer, très rapidement, je vais couper cette vidéo en deux parties. Je vais d'abord vous parler des livres que j'ai lus, mais qui ne sont pas apparentés au challenge du mois de la fantaisie. Puisque vous le savez, au mois de mai, il y a le mois de la fantaisie. C'est le challenge auquel je participe absolument tous les ans. Et qui me fait beaucoup de bien au moral, mais je n'ai pas lu que ça, et du coup j'ai préféré couper les deux, voilà, couper en deux, et plutôt que tout mélanger, sachant que le mois de la fantaisie, j'ai finalement peu lu de ce qui était prévu dans la pile à lire, mais ça ce n'est pas une surprise, en général je fais des piles à lire que je ne lis jamais, voilà. Paradoxalement j'ai terminé plusieurs sagas, donc en même temps je suis assez satisfaite, voilà, j'ai dû terminer 4 ou 5 sagas pour le mois de mai, donc c'est un petit peu un record quand même me concernant. Je suis très fière de moi pour le coup. Bref, je ne m'attarde plus et on commence tout de suite. Je commence du coup tout de suite par les graphiques et je commence par la trilogie du livre des sorcières que je vous montre à l'envers, j'en suis absolument désolée. Il s'agit donc du livre des sorcières d'Ebishi Maki aux éditions Glénat. On a des couvertures qui sont juste de toute beauté. C'est terminé en 3 tomes et c'était un super manga. Par contre, je ne conseille pas à tout le monde puisqu'ici, on va aborder des thèmes qui sont extrêmement difficiles, extrêmement durs. Il y a de la violence, de la torture, des exécutions gratuites, des exécutions arbitraires, on parle de mort, de maladie, bref, on parle de choses qui sont vraiment pas joyeuses et que je ne conseille pas à tout le monde, notamment à des jeunes adolescents, peut-être même des personnes un peu plus âgées et sensibles, je ne vous le conseille pas parce que vraiment il y a des choses pas très joyeuses. Ici on est du coup dans un manga historique, matinée de mysticisme et de croyance, et on est dans une période historique très compliquée et on va suivre du coup des personnages historiques qui ont existé. Et donc ici notre personnage principal c'est Jean Ware, qui est sous la tutelle du duc de Guillaume de Clèves et qui va donc être envoyé par ce dernier dans un village où il y aurait des soupçons d'attaque de loups-garous, de sorcellerie et d'enfants du diable, etc., etc. Il y est envoyé pour enquêter, pour s'assurer que non, il n'y a pas de loups-garous, d'enfants du diable, etc. Et si jamais il y en a, on l'y envoie avec un chasseur qui est censé tuer tous les pseudo-loups-garous, etc., etc. Franchement, c'était super bien fait, super bien amené. On a un côté mystique, presque surnaturel dans ce côté que j'ai trouvé mais tellement bien amené. Il y a vraiment ce Jean Ware qui est médecin et qui lui se bat pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé, notamment sauver des sorcières, sauver des loups-garous, puisque pour lui, être sorcière ou loup-garou ne fait pas forcément de vous l'enfant du diable, ne fait pas forcément de vous le monstre assoiffé de sang que l'on peut penser, et il pense qu'on peut les sauver de différentes façons, avec des croyances, des prières et également de la médecine. Sincèrement, il y a un côté psychologique qui est très bien amené, très bien fait. Par moments, on se pose la question, est-ce que on devient fou? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vraiment le diable qui nous montre ces images? C'est mais tellement bien amené. En parallèle, on a l'enfance également de Jean Ware, puisque Jean Ware, on va le suivre en parallèle quand il va se souvenir et tout ça. Donc on va avoir une vraie chronologie de l'évolution de cet homme qui est devenu médecin, pourquoi il est devenu médecin, qu'est-ce qui le pousse à devenir médecin et qu'est-ce qui va le pousser
à vouloir venir en aide à ces personnes qui sont accusées de sorcellerie, accusées d'être des loups-garous et accusées d'avoir cédé au diable. Il y a tout un cheminement de sa vie qui est très bien amené, très bien fait, avec ce côté historique à une période extrêmement compliquée. Sincèrement, c'est un très beau manga. Moi, je le conseille si vous êtes curieux, avec ce côté historique, ce côté un petit peu mystique, ce côté psychologique qui est très bien fait. Vraiment, c'était un super manga. Je continue par ce manhwa. Il s'agit donc des tomes 1 et 2 de Dangerous Convenience Store, pardon, aux éditions KBL. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Wei Woo-jun, qui travaille dans une petite supérette de nuit pour payer les frais hospitaliers de son frère qui est malade, payer également son loyer et les frais de scolarité, sauf que malheureusement la supérette dans laquelle il travaille n'est fréquentée pratiquement que par des gangsters, des malfrats, des mafieux, des voleurs, tout ce que vous voulez, qui ne le traitent pas avec gentillesse, jusqu'au jour où cet homme va commencer à se pointer très régulièrement, qui s'appelle Boom Gun-woo, et qui lui va un jour lui sauver les miches, et à partir de là va se nouer une relation entre eux. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus. Et pour tout vous avouer, je suis très mitigée sur ces deux premiers tomes que j'ai trouvés assez fades. Voilà, je les ai trouvés assez fades. Graphiquement, c'est joli. Ça sort pas de l'ordinaire pour des webtoons, pour des manhwas, mais c'est joli. C'est des couleurs assez pastel, mais agréables, c'est lisible. Graphique, j'ai rien à dire. Par contre, l'histoire, on est sur 2 tomes. Vous allez me dire qu'on a le temps de voir venir. C'est que les 2 premiers tomes. Mais c'est fade. C'est fade parce que tout est survolé. Aussi bien la personnalité des personnages que leurs relations, que l'intrigue qui se dévoile. On a des petites touches par-ci, par-là, sur 1 ou 2 des tomes. Mais finalement, c'est pas suffisant pour, je trouve, mettre un petit peu plus l'eau à la bouche. Je vais peut-être, je pense, lire la suite. Je pense que même, je vais lire la suite, au moins le tome 3, voire le tome 4, pour voir si ça se décante un peu. Mais c'est pas ma priorité, et si au bout de 4 tomes ça se décante pas, je vais abandonner parce que pour l'instant, je trouve pas que ça vaille la hype que j'en ai vu passer. Et pour des lectures qui ne concernent pas le mois de la fantasy, j'ai un dernier livre à vous présenter. Il s'agit donc du dernier tome de la saga de Wild, donc ici Wild Love, en autopublication, et c'est de Lily Haim, sachant que le premier tome est sorti il y a quand même un sacré bout de temps. C'était Wild Heart, et le deuxième tome c'était Wild Soul, et je pense qu'il n'y aura pas d'autres tomes, donc c'est pour ça que je dis 3e et dernier tome de la saga. Est-ce que la saga est réellement terminée ou pas? Je pense que oui, mais à voir. Bref, on retrouve ici la plume de Lily Haim, on passe encore une fois un moment mais pépitas quoi, c'est du Lily Haim, pour moi c'est de la valeur sûre. Elle a une plume qui est toujours aussi magnifique, des histoires qui sont toujours aussi prenantes. Donc ici on va suivre un jeune homme, et j'en suis désolée par contre j'ai déjà oublié les noms, qui est professeur dans un lycée à New York, il me semble, et qui va être renvoyé suite à une histoire qu'il a eue avec un de ses élèves qu'il a voulu protéger, et évidemment il va y avoir des soupçons d'agression de ce professeur sur ce jeune homme. Du coup, ses amis vont lui proposer de revenir dans sa ville natale et de devenir professeur dans le lycée de sa ville en remplacement d'une prof qui va prendre un congé parental puisqu'elle est tombée enceinte. Ne sachant pas trop quoi faire, n'ayant pas trop de solution de repli dans l'immédiat, il accepte, sauf qu'il va retomber sur son amour d'adolescence avec un grand A, et évidemment il va chambouler tout son univers, et franchement, encore une fois, c'était trop bien. Ici, le thème principal abordé, c'est le harcèlement scolaire, et franchement, c'était extrêmement bien amené, extrêmement bien fait, puisque ce jeune homme, ce professeur, il a quand même un lourd bagage derrière lui, et malgré les années qui se sont passées, il n'a jamais réussi à cicatriser, il n'a jamais réussi à réellement guérir. Ça a eu des graves conséquences sur sa psyché et sur sa santé physique. Et aujourd'hui encore, il en pâtit, et ses amis, son amoureux, sa famille essayent peu à peu de lui faire comprendre qu'il faut qu'il guérisse, qu'il faut qu'il se fasse aider, et que tout seul il n'y arrivera pas. Et c'était encore une fois extrêmement bien fait. L'histoire d'amour est magnifique. Lily Haim, elle a quelque chose qui emmène vraiment beaucoup d'émotions. Il y a un côté famille dans laquelle on est et famille que l'on construit autour. Ce sont des thèmes qu'elle aborde régulièrement, qu'elle emmène régulièrement dans ses romans,
que je trouve toujours absolument parfait, puisque moi j'aime beaucoup la trope found family, vous voyez le truc où on se construit une famille à soi, je trouve ça génial, voilà, et donc c'était trop bien, j'ai adoré. Je peux pas vous en dire plus parce que voilà, c'est très beau, il y a plein d'émotions, il y a plein de rebondissements, il y a une véritable évolution des personnages, des relations des personnages, les personnages secondaires ont tellement d'importance également pour le personnage principal, ils vont évoluer, grandir également, on va les voir tous changer, et c'est du Lily aime tout cracher, voilà, c'est du Lily aime tout cracher, et c'est toujours un vrai moment de bonheur. Allez, du coup on est parti pour le bilan du mois de la fantasy et je commence tout de suite par celui-ci qui est donc l'intégrale de Steam Sailor d'Ellie S. Green aux éditions ici Gulfstream. Et franchement, que dire que c'était trop bien, que dire que c'était pépitas, que dire que j'ai autant aimé que le premier tome que j'avais lu en fin d'année. Et celui-ci, il est dans le menu Silène, je crois, piraterie, sirène... Tout ça, j'avais choisi au départ un livre avec les sirènes et finalement je me suis reportée sur l'intégrale parce que je voulais absolument le terminer rapidement et du coup j'ai enchaîné les tomes 2 et 3 et je l'ai bouffé en 2-2. Voilà, je l'ai bouffé en 2-2, c'était trop bien. Donc ici on retrouve Prudence qui, suite à son enlèvement dans le tome 1, va suivre des pirates qui sont à la recherche du trésor perdu et on enchaîne le tome 2 tout de suite après la fin du tome 1. Et retrouver les personnages, retrouver toute cette équipe, toute cette famille qui vivent une aventure à 1000 à l'heure, ça faisait tellement de bien. J'ai juste eu un petit peu de mal en début du tome 2 parce que les personnages vont très rapidement se séparer et moi qui avais tellement aimé les voir tous ensemble se créer cette famille, cette équipe, les voir séparés ça m'a un petit peu perturbée. Voilà, chacun va partir en mission de son côté, ça m'a un petit peu perturbée. Sincèrement, mais c'était trop bien, on a encore des personnages qui sont ultra attachants, qui sont hyper bien construits, qui sont hyper bien emmenés, qui vont évoluer au fur et à mesure de toute la saga. On a une intrigue où on n'a pas le temps de s'ennuyer, voilà, on a vraiment des avancées dans l'intrigue, des petites touches comme ça qui nous permettent de nous questionner sur la suite qu'il va y avoir au fur et à mesure des pages que l'on tourne. J'ai adoré les personnages secondaires qui vont eux-mêmes beaucoup évoluer, grandir, cette intrigue où vraiment il y a des rebondissements, des retournements de situation. Prudence, c'est le personnage central, c'est le personnage qui va permettre à tous ceux qui gravitent autour d'elle de changer, d'évoluer, de grandir, de voir les choses de manière différente. Prudence va elle-même grandir, évoluer, passer de jeune adolescente un peu introvertie à jeune femme sûre d'elle, combattante, vraiment, mais c'était tellement bien. La plume est nickel chrome, l'aventure est trop belle, les personnages sont ultra attachants. J'ai adoré. J'ai également lu la petite nouvelle précédente qui nous permet de comprendre un petit peu plus certains personnages que l'on rencontre évidemment du coup dans la saga et le petit épilogue supplémentaire qui était tout mignon, tout chou et qui fait trop bien, sans compter que évidemment cette intégrale est juste de toute beauté et que je regrette pas de l'avoir parce que c'est littéralement un roman que je lirai d'ici quelques années peut-être parce que j'ai adoré. Je continue du coup par ce roman qui n'est pas vraiment de la fantaisie mais je l'ai casé dans la pile à lire. On va dire que il y a un côté fantasy même si c'est plus un côté fantastique puisqu'on est dans du contemporain avec du fantastique. On a une vibe à la Indiana Jones qui pour moi c'était allez on y va, ça match, c'est obligé. Indiana Jones, j'ai été bercée par Indiana Jones quand j'étais gamine. Autant vous dire que quand j'étais petite, j'aurais trop aimé accompagner Indiana Jones dans ses aventures avec le fouet, le chapeau, découvrir des trésors, c'était mon gros délire. Évidemment, je ne pouvais que me jeter sur ce roman qui était en plus vraiment bien, qui fait du bien au moral, qui n'était pas prise de tête, il a fait le taf, c'était parfait. Donc ici, on suit Kit, qui est le dernier héritier d'une famille d'archéologues explorateurs qui ont tous
découvert quelque chose qui avait disparu, qui s'apparentait un petit peu à une légende, sauf que lui n'a jamais rien découvert. Lui, c'est l'archéologue du musée qui reste dans son musée et qui n'en sort pas. Lui, son truc, c'est les langues. Il aime déchiffrer les langues éteintes, des langues d'autres pays. Voilà, c'est son délire. De toute façon, même s'il voulait devenir explorateur, c'est très compliqué pour lui parce qu'en plus du fait que c'est pas trop son délire, il est épileptique, il a des grosses crises d'épilepsie qui ont de graves conséquences sur son état physique et il ne peut pas partir. Il ne peut pas, il risque d'avoir des crises et c'est extrêmement dangereux de partir en exploration quand on n'a pas la santé qui est faite pour, parce que partir en exploration, c'est risqué, ça demande beaucoup d'énergie, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, les dangers qu'il peut y avoir, voilà, donc il ne part pas, sauf que un jour il va essayer de déchiffrer une langue sur une couronne aztèque, sauf que cette couronne est maudite et va donc maudire Kit. Et il ne va pas avoir d'autre choix, ce jeune homme, que de partir à l'aventure pour essayer de se sauver des miches. Il va donc partir avec son ancien demi-frère, qui s'appelle Ethan, et autant vous dire que tous les deux ne s'entendent pas du feu de Dieu, hein, voilà. Bref, je m'arrête là pour résumer, je vous en ai déjà dit pas mal. Sincèrement, on a une belle aventure, on a des rebondissements, on a vraiment le côté Indiana Jones qui est très bien fait, très bien amené, avec un jeune homme qui n'a rien d'un aventurier et qui va très vite se rendre compte que partir à l'aventure, c'est dangereux. La relation de Ethan et Kit est hyper drôle parce que ce sont deux personnages qui ne s'entendent pas au départ, parce que tous les deux ont une enfance un petit peu compliquée dans le sens où Kit a toujours eu l'impression de ne pas suffire à ses parents parce que ce n'était pas un grand aventurier et qu'en plus il était malade. Et Ethan va un jour se pointer avec sa maman parce que son père va épouser sa maman et il va être un petit peu le fils parfait, un petit peu le fils que son père a rêvé d'avoir, et donc Kit le vit extrêmement mal et donc tous les deux évidemment ne vont pas trop s'entendre parce que à côté Ethan, on va apprendre très rapidement que lui-même il n'a pas eu la vie si facile que ça, il y a vraiment du manque d'assurance et franchement c'était trop bien parce qu'il s'envoie des punchlines qui sont hyper drôles, hyper amusantes. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a juste un moment où j'ai trouvé au milieu qu'il y avait un petit peu de longueur, mais mis à part ça, c'était vraiment trop bien. On passe un super beau moment, jolie relation amoureuse, pas mal d'aventures, pas mal de rebondissements, la vibe Indiana Jones, bref, ça a fait le taf. J'ai adoré cette lecture, c'était trop bien et j'aimerais bien avoir un deuxième tome, pour être honnête. Je continue par, du coup, les deux derniers tomes de la saga de The Prison Healer, donc avec le tome 2, La Princesse Rebelle, et le tome 3, Le Sang de la Trahison, donc nouvelle saga terminée, parce que celui-ci, il était dans ma pile à lire. Mais comme j'avais acheté le tome 2 et 3, je me suis dit, bah vas-y, t'as le tome 3, enchaîne. Et du coup, j'ai enchaîné et c'était vraiment une bonne idée d'enchaîner, comme ça n'a pas traîné dans ma pile à lire et j'ai pas trop oublié ce qui s'était passé dans le tome 1. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé cette trilogie, même si mon cœur balance plus pour le tome 1 qui reste mon préféré, mais j'ai beaucoup aimé parce que dans chaque tome, on a une ambiance différente. Dans chaque tome, on a une véritable évolution des personnages, on a l'intrigue qui se dévoile petit à petit au fur et à mesure, on a des rebondissements, on a des retournements de situation, on a des révélations au fur et à mesure, on a des quiproquos parfois qui vont emmener à certaines décisions assez compliquées pour qui va. On a un univers qui petit à petit se développe et qu'on sent assez large, assez bien défini, assez bien amené, mais qui malgré tout reste encore pour moi en surface. Ça manque de développement, ça manque de profondeur, on aurait pu en avoir un petit peu plus, mais malgré tout je trouve que pour la zone d'âge visée, ça reste correct, même très correct, donc on n'en enlève pas un mauvais point, hein, clairement. J'ai beaucoup aimé l'aventure qui se développe, sincèrement c'est très bien amené, c'est très bien fait. Juste, je trouve qu'il y a quand même des longueurs dans le tome 2 et dans le tome 3 qu'on n'avait pas forcément dans le tome 1. Il y a quelques incohérences, mais ça ne m'a pas embêté plus que ça. Il y a juste vraiment le côté mièvre sur la fin, voire très guimauve, qui moi m'a un petit peu embêté, mais dans l'ensemble, ça m'a pas plus dérangé que ça. Et j'ai beaucoup aimé le personnage masculin dans le sens
où c'est un personnage qui est extrêmement respectueux vis-à-vis de Kiva. C'est un personnage qui va la soutenir, qui va lui proposer son aide sans jamais rien lui imposer. Et j'ai trouvé que ça faisait du bien d'avoir ce personnage masculin qui est là pour soutenir la femme dont il est amoureuse, mais sans jamais lui imposer quoi que ce soit. Voilà, il lui impose rien, il ne lui dicte rien, et ça fait du bien d'avoir ce genre de personnage masculin qui n'est pas là avec son moi homme, toi femme, moi mieux savoir ce que toi peut faire. Voilà, sincèrement ça m'a fait du bien, honnêtement. Bref, dans l'ensemble, c'était une très bonne lecture. Je reste quand même penchée plutôt pour le tome 1 qui, pour moi, est le meilleur. Mais ça reste une bonne saga selon moi. Et je termine par une saga qui ne peut pas plaire à tout le monde, mais qui, pour moi, sort vraiment des sentiers battus et qui fait du bien parce que ça renouvelle un petit peu le genre. Il s'agit de celui-ci, qui est donc la saga d'Adam Binder avec les tomes 2 et 3 pour terminer la saga. Donc Le Prince de l'Arbre Gelé et l'émissaire de la mort, donc de David R. Slayton aux éditions Milady. Si vous aimez la bitlit, mais que vous aimez la bitlit avec de la romance et de la romance haute, vous passez votre chemin les gars. C'est absolument pas fait pour vous. Mais absolument pas. Ici, on a de la romance boys love, certes, mais c'est presque secondaire et il n'y en a pas du tout de scène haute. Ici, on n'est pas dans un roman où l'intrigue va desservir la romance, va emmener la romance entre deux personnages, c'est tout l'inverse. Ici, on a une intrigue et la romance va donner de l'épaisseur à cette intrigue, mais elle ne va pas prendre le dessus de l'intrigue du tout. Mais malgré tout, ça reste une très belle romance qui est très bien faite, qui est extrêmement cohérente, et extrêmement crédible. Bref, on suit Adam dans le premier tome. Adam, c'est un jeune homme qui a le don de double vue et qui est également empathique. Sauf que sa mère et son frère ne l'ont jamais cru, ils n'ont jamais cru que voilà, il avait ce don-là, qu'il était capable de voir à travers le voile et que d'autres créatures existaient, et ils ne vont rien trouver de mieux à faire que de l'envoyer en hôpital psychiatrique. Voilà. Pardon. Quand il va en sortir à l'âge de 18 ans, il va aller vivre chez sa tante et ne veut plus rien avoir à faire avec sa mère ou son frère. Sauf que quelques années plus tard, son frère va l'appeler assez catastrophé, plutôt en panique, puisque sa femme semble être maudite et semble être possédée par un démon. Et il ne sait plus trop quoi faire et son dernier espoir, c'est son petit frère. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. L'intrigue, c'est pas une intrigue par tome. En fait, c'est une intrigue qui va se développer du premier tome jusqu'au dernier tome. Sincèrement, il y a des choses que j'ai pas vu venir, qui étaient plutôt assez surprenants, que j'ai trouvé très bien fait. On a un univers d'urban fantasy bitlit, mais vraiment qui, pour moi, est extrêmement bien fait. Il y a des faillés, oui. Sauf que les faillés vivent dans un monde mais complètement dingue. Et croyez-moi, vous n'avez pas trop envie de faire ami-ami avec eux. Je vous le conseille pas, littéralement. On a également le thème de la mort qui est abordé, l'univers de la mort, qui est assez prédominant et qui est très bien fait, qui est très bien amené. On a vraiment une intrigue qui se développe, qui est très bien faite, un univers qui va se développer sur les 3 tomes, qui est très bien fait. On a la relation d'Adam et du coup de son compagnon qui s'appelle je ne sais plus comment. Nanana, nanana. Je ne sais plus. J'ai dû oublier le prénom du petit copain. Vic, voilà, Vincent, surnommé Vic. On a une relation qui est très crédible, qui est très bien amenée, qui va vraiment servir à l'intrigue au fur et à mesure des tomes, et qui va permettre à tous les personnages de grandir et évoluer, parce que même les personnages secondaires qui vont graviter, encore une fois, autour d'Adam, vont changer au fur et à mesure de ce qu'il va leur arriver, vont évoluer, vont grandir. On a une histoire de famille avec ses fractures et ces choses extrêmement compliquées pour lesquelles ils ont tous un peu de mal à passer à côté et qui, à force de choses, vont plus ou moins réussir à se rabibocher, même si rien ne pourra jamais réellement être comme avant, etc., etc. On a vraiment des personnages qui sont très bien faits, qui sont très bien amenés, qui sont très bien construits, qui sont très bien, qui ont une très belle évolution, pardon. On a des relations qui sont extrêmement bien faites, extrêmement bien amenées, qui sont touchantes, qui sont belles. On a des personnages qui sont pas forcément gentils, qui sont pas forcément bons. On a une véritable intrigue qui est extrêmement bien amenée. On a un univers qui sort de l'ordinaire, qui est très bien fait, qui est original. Et moi, sincèrement, j'ai adoré cette histoire. Je l'ai bouffée assez rapidement
parce que ça se lit tout seul, ça se lit vite, on a une plume en plus qui est extrêmement fluide et franchement ça en valait juste trop la peine de lire cette trilogie qui sort de l'ordinaire. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan du mois de mai que j'ai tourné super en retard mais que j'ai enfin réussi à tourner. Il était plus que temps, sans compter que c'est quand même un bilan plutôt pas mal. Bref, comme d'hab, si vous avez lu certains des romans, que vous les avez aimés ou pas, dites-le moi en commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé dans les romans. Si vous avez la flamme, comme d'hab, vous avez l'habitude, les emojis, ça fait toujours plaisir. Les pouces bleus également. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Et si l'envie vous en vient, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, 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 prenez bien soin de vous. Bye bye.